Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui en ce mardi 1er juillet pour vous présenter le programme du jour. L'actualité vous sera annoncée par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet d'une exposition de calligraphie datant de la dynastie des Ming. Lisa Dufaux prendra la suite avec l'émission Au micro de RTI, dans laquelle Lu Tsai-ying partagera l'histoire de la politique énergétique de Taïwan. Enfin, pour les personnes qui nous suivent également sur Internet, la deuxième émission thématique présentée par Clément Tricot dans l'émission Relations Taïwan-France portera sur la présence de Taïwan au Festival d'Avignon. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan et le Royaume-Uni signent 3 accords pour renforcer leurs relations économiques bilatérales. La bourse du carbone de Taïwan s'inspire de l'Union européenne pour la mise en place d'un système d'échange de quotas d'émissions de CO2. À l'approche des exercices militaires annuels à Hangguang, Lai Ching-te souhaite que toute la société se sente impliquée. Formosa Smart Energy construit la première ligne de démonstration de recyclage de batteries au lithium LFP à Taïwan. L'Academia Sinica annonce un nouveau plan pour attirer des talents. Taïwan et le Royaume-Uni signent 3 accords pour renforcer leurs relations économiques. Le 27e dialogue économique et commercial annuel Taïwan-Royaume-Uni s'est tenu hier, le 30 juin. Douglas Alexander, ministre d'État britannique chargé de la politique commerciale et de la sécurité économique, s'est rendu à Taïwan à cette occasion. Il a en outre été témoin de la signature par Vincent Yao, représentant de Taïwan à Londres, et son homologue Ruth Bradley-Jones, d'une série de 3 accords constituant les 3 piliers du partenariat commercial renforcé entre le Royaume-Uni et Taïwan. Ces accords portent sur les investissements, le commerce numérique, l'énergie et la neutralité carbone. Douglas Alexander a également rencontré le président Lai Ching-te. Celui-ci s'est félicité dans son discours de la signature de ces accords qui font suite à la signature du partenariat commercial renforcé signé en 2023. Le président Lai Ching-te a rappelé que le Royaume-Uni était désormais le 4e partenaire commercial de Taïwan en Europe, la 2e source et la 3e destination d'investissement. On l'écoute. Taïwan et le Royaume-Uni disposent d'atouts complémentaires dans les secteurs industriels technologiques. Face à la conjoncture économique et commerciale internationale, telle que la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, je suis convaincu que Taïwan et le Royaume-Uni sont des partenaires clés indissociables. J'espère que le Royaume-Uni soutiendra publiquement l'adhésion de Taïwan à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste pour promouvoir conjointement un nouveau modèle économique et commercial indo-pacifique de coprospérité et de développement. Taïwan s'inspire de l'Union européenne pour la mise en place d'un système d'échange de quotas d'émissions de CO2. La Bourse du carbone de Taïwan a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec la Bourse européenne de l'énergie, principale plateforme d'échange du système européen d'échange de quotas d'émissions, le 27 juin à son siège de Leipzig en Allemagne. Le ministre taïwanais de l'Environnement, Peng Qiming, était présent. Joshua Tien, directeur général de la Bourse du carbone de Taïwan, a déclaré que depuis son lancement en 2005, le système européen d'échange de quotas d'émissions était devenu le principal mécanisme mondial de tarification du carbone et que la Bourse européenne de l'énergie jouait un rôle clé. Il a précisé que la Bourse du carbone de Taïwan coopérait avec le ministère de l'Environnement pour la définition de la politique à suivre et prévoyait de piloter un système équivalent au système européen dès l'année prochaine. Peter Reitz, PDG de la Bourse européenne de l'énergie, s'est réjoui de partager son expérience avec Taïwan afin de promouvoir le développement d'un marché mondial de tarification et d'échange de quotas d'émissions de carbone.
À l'approche des exercices militaires annuels Hangguang, Lai Ching-te souhaite que toute la société se sente impliquée. Le président a diffusé aujourd'hui une vidéo pour encourager l'esprit de défense nationale à quelques jours des exercices annuels Hangguang. Il a souligné que face aux menaces sécuritaires, l'armée taïwanaise devait non seulement se défendre de manière efficace, mais aussi s'appuyer sur les ressources matérielles et humaines de tous horizons afin de surmonter les difficultés et bâtir la résilience au niveau de la société. Il a rappelé que le gouvernement continuerait de consacrer des budgets importants à la défense afin d'atteindre l'objectif de 3% du PIB cette année. Il a précisé que la défense nationale n'était pas seulement la responsabilité des soldats, mais celle de tous. Face aux menaces militaires directes de la Chine, Taïwan doit être constamment préparé à des guerres sans fumée, telles que l'infiltration ou des attaques par la propagation de fausses nouvelles. Cependant, le président s'est voulu rassurant en précisant que Taïwan, démocratique, libre et prospère d'aujourd'hui, était le fruit de la collaboration des Taïwanais pour surmonter de nombreux défis. Le ministère de la Défense estime que l'APL va multiplier ses entraînements de navigation pour menacer la stabilité de la région. Lors du point de presse quotidien du ministère taïwanais de la Défense aujourd'hui, le colonel Luo Zhangyu, directeur du Centre de recherche sur le renseignement de l'état-major, a évoqué les exercices militaires chinois. Il a indiqué que l'ampleur et la portée de l'entraînement de l'armée populaire de libération s'étaient étendues à la deuxième chaîne d'îles, constatant que l'APL avait envoyé 2 porte-avions dans le Pacifique occidental pour la première fois au mois de juin, suscitant l'inquiétude des pays de la région. Il a ajouté que le ministère taïwanais de la Défense considérait que l'armée populaire de libération chinoise augmenterait le nombre d'entraînements militaires maritimes à l'avenir. Par ailleurs, le ministère de la Défense a confirmé aujourd'hui la présence d'un navire de débarquement chinois de type 072A, un grand porte-chars utilisé pour la guerre amphibie, au large du nord de Taïwan, à moins de 60 miles nautiques, 111 km de la côte de Dilong. Selon le ministère de la Défense, la marine taïwanaise a surveillé de très près ce navire grâce au système conjoint de renseignement et de surveillance. Formosa Smart Energy construit la première ligne de démonstration de recyclage de batteries au lithium LFP à Taïwan. La Chine contrôlant de plus en plus strictement ses exportations de terres rares, les métaux rares sont devenus des matériaux stratégiques. Formosa Smart Energy, filiale du groupe Formosa Plastics, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la construction de la première ligne de démonstration de recyclage de batteries au lithium fer phosphate, LFP, à Taïwan. Grâce à la production en série, au recyclage et à la réutilisation, cette entreprise espère ainsi renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement énergétique de Taïwan. Par ailleurs, le gouvernement taïwanais appliquera un tarif préférentiel pour le recyclage des batteries rechargeables à compter d'aujourd'hui afin d'encourager les industries à investir dans le recyclage et la réutilisation, de mettre en place un système de recyclage local et de garantir la conservation des ressources en métaux rares présentant des risques d'approvisionnement. L'Academia Sinica annonce un nouveau plan pour attirer des talents. Le président de l'Academia Sinica, James Liao, a déclaré hier lors d'une conférence la mise en place d'un programme favorable à l'attractivité et à la rétention des ressources humaines. Un premier volet vise à attirer des chercheurs internationaux exceptionnels dotés d'un potentiel de développement par des salaires et des financements de recherche attractifs sur le marché international. La durée de nomination est de 5 ans, renouvelable une fois. Un deuxième volet vise à motiver les chercheurs confirmés à s'engager dans une planification de recherche à long terme. Ils pourront ainsi postuler, après évaluation sur dossier, entre 60 et 63 ans pour continuer leur recherche jusqu'à l'âge de 70 ans. James Liao a déclaré « Comme vous le savez, l'âge légal du départ à la retraite est fixé à 65 ans. Bien qu'il nous est impossible de continuer à embaucher des chercheurs à la retraite, nous ne pouvons que proposer des contrats d'1 an renouvelables ou d'un contrat de 3 ans auquel on peut ajouter 2 ans. Quels en sont les inconvénients? Cela empêche ces chercheurs expérimentés de se projeter à long terme. Ils ne savent pas s'ils pourront rester après 65 ans, ni combien de temps. Cela freine leurs recherches lorsqu'ils atteignent la soixantaine. Ils ne peuvent plus accepter d'étudiants et rencontrent des difficultés pour le financement de leurs projets. Si vous partez à la retraite l'an prochain, pourquoi proposez-vous un plan triennal? C'est pour résoudre ce problème que nous proposons ce qu'on appelle un deuxième recrutement à long terme.
C'était le journal de l'actualité du 1er juillet présenté par Sasa.